Alors j'aimerais effectivement qu'on adresse aujourd'hui un thème qui est assez commun et qui revient souvent dans le domaine du supramental, entre guillemets, qui est celui de l'intégration. Bon, comme à l'accoutumée, on va commencer effectivement avec une partie définition. Bon, pour être très basiquement, avec l'intégration, ça peut adresser plusieurs domaines. J'ai choisi une définition un peu généraliste, mais peut-être qui va plutôt nous servir de base pour justement voir comment l'analyse multidimensionnelle peut l'adresser. Donc en termes de définition, on a donc pour l'intégration, on a incorporation de nouveaux éléments à un système. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a le terme système à l'intérieur, donc à voir comment on peut approcher tout ça. Et après, on a une définition donc, qui va peut-être moins parler, qui est intégrée. Ce qu'on entend par intégrer, c'est faire entrer dans un ensemble en tant qu'une partie intégrante. C'est-à-dire, il y a un ensemble, et on va l'intégrer, c'est qu'il y a un ensemble qui va être un système, et je vais intégrer quelque chose dedans. En termes de citation, j'ai aussi cherché effectivement ce qui rapproche du plus du thème qu'on va aborder, c'est l'intégration d'un point de vue multidimensionnel. Je trouvais une citation assez intéressante de Eugène Ionesco, donc qui est un dramaturge français, et il dit « Il ne faut pas uniquement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la philosophie, c'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. » Et c'est vrai, dans cette partie d'intégration, désintégration, ça me fait aussi penser effectivement à la partie de créer des formes et les défaire, pour effectivement rester dans une sorte d'agilité, que ce soit pas quelque chose de statique et de dogmatique. D'un point de vue référence, j'ai un peu cherché effectivement ce que disait Bernard de Montréal dans son livre donc, La genèse du réel sur l'intégration. Et il en parle en fin de compte dans l'avant-propos, donc c'est au début de son livre, et il dit « La perception du réel repose sur une double articulation fondamentale, l'involution, période d'ignorance de l'homme au cours de laquelle il a subi les lois de la vie sans en comprendre les mécanismes, et l'évolution, période d'intégration des lois de l'univers où l'homme rejoint enfin sa nature, son essence, et en manifeste dans la matière la puissance créative. » Donc voilà, lui, il voit vraiment deux époques, enfin deux types d'évolution, une évolution involutive où l'homme va subir donc, ce système-là, et d'un autre côté où la personne va être en phase évolutive, donc d'intégration, qui lui permet voilà, de rentrer en phase créative. Peut-être qu'on pourra voir ça un peu plus loin. Quant à vous, donc, dans votre livre La genèse de l'homme nouveau, vous définissez l'intégration en une phrase, qui est « L'intégration est un passage vers soi-même, mais un soi-même très différent de celui auquel l'ego est habitué. » Donc là, on a aussi partie évolutive, c'est qu'il y a un ego qui se définit un soi, mais qui n'est pas forcément... et cette espèce d'intégration, c'est le passage d'un ancien soi vers un nouveau. Donc là, on a encore une fois un approche évolutif, qui passe par l'intégration, et qui est tout à fait différent en termes de potentialité et de prise de conscience. Et encore une fois, c'est vrai que le mot intégration, il est revenu très souvent chez Bernard de Montréal. Dans ce qu'on appelle la suprasphère, c'est quelque chose qui arrive souvent. On dit voilà, il faut intégrer. On parle soit d'intégration, soit de fusion. On doit intégrer le supramental ou les concepts de Bernard, comme on doit fusionner à peu près avec son double. Donc c'est un terme qui est à la fois très utilisé, mais très flou. Enfin, quand on ne sait pas ce qui cache derrière ce mot intégration. Et justement, ça serait intéressant d'aborder tout ça avec vous, donc en termes de première question, en me basant sur votre définition, qu'est-ce que ce passage vers soi-même, le soi-même entre guillemets réel, qui est synonyme pour vous de l'intégration? C'est le passage à l'action. C'est le passage au fait de vivre l'expérience. Contrairement à la définition évolutive qui est d'intégrer intellectuellement quelque chose, comme une connaissance. Mais lorsqu'on intègre quelque chose au niveau d'une connaissance de façon intellectuelle, de façon virtuelle, on n'est pas dans l'expérience réelle. On est dans l'expérience mentale, inférieure, justement. Tandis que le mental supérieur, ça va avec
l'expérience. Autrement dit, on ne peut pas savoir, comprendre réellement ou réaliser réellement ce qui se passe tant qu'on ne vit pas l'action, tant qu'on ne vit pas l'expérience. La condition évolutive, l'hermétisme évolutif, c'est basé sur le fait de ne pas savoir ça. De ne pas savoir, de ne pas être en conscience du fait de l'expérience qui nous amène le savoir. On ne peut pas savoir sans vivre l'expérience, sans observer ce qui se passe en temps réel. Ça prend les deux. C'est évident que c'est la capacité mentale qui observe, c'est la personne qui observe à ce moment-là. Voyez-vous? C'est pas, disons, la personnalité qui, par insécurité, va anticiper quelque chose, va essayer de décortiquer quelque chose avant de vivre l'expérience. Voyez-vous? Les gens qui font de l'anxiété, c'est parce qu'ils essaient trop d'anticiper, etc. Les gens qui font des dépressions, c'est toujours lié au fait d'essayer tout le temps de savoir d'avance ce qui va se passer ou ce qui... Voyez-vous? Alors, on ne peut pas définir la réalité de cette façon-là. Il y a trop de contrôle là-dedans. Par insécurité. Et la personne ou l'ego n'est pas en mesure, l'ego évolutif n'est pas en mesure de faire face à la musique, autrement dit au vide de l'expérience. Parce qu'il ne peut pas savoir avant l'expérience. Il y a de la difficulté à se lancer dans l'expérience. C'est ça le problème de l'intégration. C'est pour ça que les gens ont de la difficulté à intégrer. Malgré qu'ils intègrent de façon inconsciente. Les gens intègrent tout le temps, mais ils ne sont pas conscients de cette intégration-là. Lorsqu'ils apprennent quelque chose, par exemple un instrument de musique ou quoi que ce soit, ils le pratiquent, donc ils l'intègrent. Voyez-vous? S'ils commencent à douter de ce qu'ils font, et etc., là, il y a un problème d'intégration. Voyez-vous? Ils n'intègrent pas aussi facilement. Ils interfèrent là-dedans. Par le doute. Voyez-vous? Mais pour réellement intégrer un apprentissage, il faut se laisser aller dedans. Il faut vivre l'expérience. C'est en vivant l'expérience et en recevant le feedback, le retour, qu'on peut observer, qu'on peut corriger la chose. Voyez-vous? Et intégrer encore plus. Contrairement à la définition ou le fonctionnement purement intellectuel qui est virtuel. Voyez-vous? Alors les gens en méprennent les deux, puis ils en subissent les conséquences. Parce que c'est vrai que cette approche d'intégration, c'est-à-dire de jeter un peu dans le vide, il peut y avoir effectivement une peur qui peut apparaître, parce que là c'est un inconnu total. Donc ça veut dire quoi? Ça peut intégrer, c'est justement dépasser continuellement cette peur pour être dans l'expérience totale. Oui, exactement. Mais il y en a qui sont pas capables beaucoup de gens ne sont pas en mesure de dépasser cette peur-là, cette insécurité de fond. Voyez-vous? Il faut qu'ils se sécurisent à travers l'intellect, à travers l'anticipation, etc. Après ça, ils se demandent pourquoi ils font de l'anxiété, pourquoi ils prennent des pilules, c'est évident, là. Vous nourrissez ça, vous n'êtes pas dans le réel. Donc, l'imagination, elle peut aller loin, là. Jusqu'à la phobie, jusqu'à la schizophrénie, finalement. C'est ça qui se passe. Les gens qui vont trop loin là-dedans, là, par insécurité, ils deviennent paranoïaques, ils deviennent schizophrènes, etc. Ils s'imaginent toutes sortes d'affaires. Ils sont dans un monde virtuel. Mais le monde réel, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus cohérent. Parce qu'on vit l'expérience, on constate l'expérience, on est dans la matière de l'expérience. C'est avec ça que les gens ont de la difficulté au niveau
cette nouvelle conscience-là au niveau du supramental, etc. Ils veulent intellectualiser le supramental. C'est scientifique. C'est pas l'intellectualiser ou spiritualiser. Parce que beaucoup de gens spiritualisent le supramental. Ils en font une forme ésotérique. C'est pas une forme ésotérique, ça. C'est scientifique. C'est très précis, à ce niveau-là. C'est mécanique. Les personnes vont l'intellectualiser pardon, et le spiritualiser parce que justement c'est quelque chose de complètement nouveau qu'ils connaissent pas, donc ils n'ont pas conscience. Donc en fait ils vont essayer de le faire rentrer dans des cases finalement. Oui, ils essaient de rentrer ça dans des cases particulières, exactement. C'est anticipé, par anticipation. Voyez-vous? Ils veulent savoir d'avance. Plus ils en savent, plus ils croient que je suis conscient là. Ouais, une certaine conscience psychologique. Mais c'est pas une conscience réelle. C'est pas un éveil réel à la réalité vibratoire ou à la réalité systémique, la même chose. C'est un choc pour les gens de s'éveiller à la réalité vibratoire. C'est pas... les gens n'ont pas idée de ce que c'est. Il y a trop de contrastes. C'est un choc parce que c'est un contraste énorme entre justement la conscience psychologique et la conscience... Ouais, ce que l'ego ou la personne croit qu'est la réalité. Et effectivement, dans votre livre aussi, vous parlez de cette sensation quand les personnes justement sont en phase d'intégration, ou même en intégration continue, et oui, cette sensation de vide. Ce vide, c'est quoi? C'est justement, plus de mémoire, plus d'intellect, être ouvert constamment aussi? Non, c'est tout simplement le manque d'habitude de faire face à l'action, à la réalité de l'action, l'expérience. On ne peut pas savoir d'avance. Voyez-vous? C'est un peu comme les arts martiaux. Si vous devinez tout le temps vous essayez de deviner ce que l'adversaire va faire, vous ne tiendrez pas longtemps. Voyez-vous? Il s'agit d'avoir ou de pratiquer, dans le cas des arts martiaux, de ne pas deviner justement, de réagir, de développer des automatismes pour réagir à l'énergie, au mouvement. Ça va se faire automatiquement. Voyez-vous? Mais pour ça, il faut avoir confiance qu'on a développé les automatismes. Oui. Voyez-vous? Alors, si vous avez pratiqué suffisamment, donc intégrer cette pratique-là, ces automatismes-là, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus sûr de vous dans un combat d'art martial, par exemple. Dans le sens que vous allez sentir l'énergie de l'autre. Ça va loin, cette affaire-là. Vous allez sentir l'énergie, le mouvement de l'autre, vous allez bouger en même temps. Vous allez éviter le coup à cause de ça. Vous allez esquiver et bloquer ou esquiver le mouvement puis attaquer. Parce que vous êtes habitué à le faire. C'est pas seulement mental, là, dans le sens de une pratique mentale, savoir ça, etc. Ça, c'est intellectuel. Quand vous arrivez dans l'expérience, c'est là que ça ne fonctionne pas. Il faut la pratique, il faut l'intégration de tout ça. J'ai l'impression que effectivement c'est un bon exemple. C'est des sports de combat où au fur et à mesure, il va y avoir un automatisme qui crée. L'automatisme, il est là, il est factuel. Et c'est l'intellect ne va plus s'interférer, il n'y a plus de doute, c'est quelque chose d'absolu. C'est ça. Vous allez recevoir une information et votre corps va réagir en fonction. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de stress parce que c'est concret, c'est automatique. C'est ça. C'est de prendre conscience de l'automatisme, justement, que ça va se faire automatiquement. Alors, une personne qui est éveillée, elle sait globalement qu'on fonctionne à travers des automatismes. L'homme, l'être humain, l'animal, tout fonctionne à travers des automatismes. Une fleur fonctionne à travers des automatismes. C'est un programme. Elle va réagir à certaines conditions. C'est la même chose pour l'homme. Alors, s'adapter à ça,
C'est intégrer cette réalité-là. Mais si vous n'avez pas intégré cette réalité-là que vous recevez en pleine face tout le temps, si vous allez contre ça, si vous pensez que vous pouvez agir autrement, etc., parce que vous décidez que, mais même là, quand vous décidez, vous êtes sous la coupe ou l'influence d'un autre automatisme. La condition évolutive, c'est justement être sous l'influence d'automatismes intellectuels, des automatismes à penser d'une certaine façon, etc., etc. C'est vibratoire, la même chose. Tout est automatisé. L'homme, c'est un automate qui s'ignore. Il n'a pas conscience de ça. Il croit que c'est lui qui décide. C'est ça la condition évolutive. Oui, parce que c'est aussi ce que vous disiez précédemment. Vous avez quelque chose effectivement qui était assez fort et qui fait écho avec ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. C'est que l'homme, il intègre quoi qu'il arrive. Après, il n'appartient qu'à lui d'être conscient qu'il intègre, qu'il enregistre. Et effectivement, quelqu'un qui est dans l'involution, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il va subir ce paquet de programmes et de... Ouais, puis il va l'intégrer malgré lui, voilà. Mais ça va créer des anomalies. Donc des automatismes qui ne sont pas sains pour lui, qui jouent contre lui. C'est ça la condition évolutive finalement. C'est l'absence de conscience des mécanismes, comment ça fonctionne. Alors, il subit tout ça. Il subit constamment. C'est pour ça que les gens, à un moment donné, ils se découragent. Ils blâment la vie. Ils blâment la vie. Au lieu de se blâmer eux, dans le sens qu'ils ne sont pas ajustés à la vie. Ils ne connaissent pas la vie. C'est vrai qu'on pense facilement à un individu qui va avoir l'impression que le sort s'acharne contre lui. Contre et je pense que bien souvent, le sort s'acharne contre moi, et en fait, ouais, c'est l'individu qui n'est pas aligné avec une réalité. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Ouais. Tout simplement, il n'est pas suffisamment conscient de la réalité systémique de la vie. Alors, il va dire, le sort s'acharne contre moi, la vie s'acharne contre moi. Ben, là, tant qu'il pense de même, ben là, il ne peut pas s'ajuster. Si le moindrement, il commence à réaliser qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne la vie, à ce moment-là, il s'ajuste, puis il vit moins ce désespoir-là. Mais un individu ne peut pas s'ajuster lui-même. C'est ça le problème. C'est ça l'hermétisme psychologique ou de la condition évolutive. Ça prend un contact avec une personne qui est libre de ça, qui a commencé ou qui est libre de cette réalité-là, la réalité psychologique ou évolutive. Ça prend une étincelle, un spark. Sans ce contact-là, la personne ne peut pas être en contact avec la réalité vibratoire. Quand elle est en contact avec un individu qui est éveillé, cet individu-là observe des choses, observe la réalité vibratoire, et c'est le contact avec l'observation vibratoire de l'autre individu que le second individu commence à réaliser comment ça fonctionne. Voilà. C'est comme ça dans tout. C'est comme si ce contact avec cette personne justement qui est plus dans la réalité va lui permettre d'avoir une approche de lui-même et de sa vie par procuration en fin de compte. Oui. Il va pouvoir bénéficier d'une vision qui est... C'est ça. L'éducation fonctionne comme ça. Vous allez à l'université, vous avez besoin d'un professeur en physique pour apprendre la physique. Sans ça, vous allez bûcher longtemps, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça va beaucoup plus rapidement parce que, justement, puis il va vous enseigner les choses, ou il va vous parler, il va vous faire des observations de ce qu'il perçoit de la réalité physique, quantique, whatever. Alors à ce moment-là, ben, si vous absorbez son observation, à ce moment-là, ben, vous allez automatiquement commencer à réaliser certaines choses, puis ensuite, à travers vos propres exercices autonomes,
vous allez réaliser, ah ben oui, c'est comme ça que ça marche, soit avec des mathématiques ou soit à la physique pure. Voyez-vous? En laboratoire, par exemple, etc. Ah, ok, c'est demain ça fonctionne. Là, vous êtes dans l'intégration, vous le vivez. En chimie, c'est la même chose. Il faut la pratique. La théorie seulement, c'est pas suffisant. Ouais, c'est ça justement. C'est-à-dire que le contact est loin d'être suffisant justement, parce que le contact peut nous amener une vision imperceptible, mais en gros, on doit passer à la pratique. Ah ouais. De façon autonome, dans le sens de pratiquer par soi-même, essayer de le définir, etc. En s'en rendre compte, l'observer. En chimie, par exemple, faire l'expérience chimique de ce que vous avez appris. Ben, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Qu'on vous dise qu'est-ce que ça fait, puis que de le voir, c'est pas la même chose. Hein? En fait, c'est ça, c'est que parfois, effectivement, et même dans l'approche supramentale, ou même multidimensionnelle, c'est que on se cantonne parfois à juste une approche théorique. En mode, c'est bon, je sais, effectivement, voilà, on va lire les différents livres, les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, on est souvent rendu à être bloqué. Comment on passe à l'étape en mode, bah voilà, dans la vie de tous les jours, dans cette espèce d'intégration permanente. C'est ça. Ouais. Les gens ont de la difficulté à appliquer ça dans la vie de tous les jours. Justement parce qu'ils sont imbus de connaissances, puis d'outils, puis de toutes sortes de choses, puis ils veulent accumuler ça, puis accumuler, puis accumuler, puis accumuler. Ça, c'est des automatismes, justement, d'insécurité. Voyez-vous? Vous voulez accumuler la connaissance pour peut-être un jour, pour essayer de passer à l'action, mais vous ne passez jamais à l'action parce que vous accumulez tout le temps. C'est vrai. Voyez-vous? Vous empêchez de vivre l'expérience d'intégration. Par peur, par insécurité. C'est toujours l'insécurité, le problème. Le conflit de base. C'est ça, c'est l'insécurité qui nous a amené à vouloir justement, pas pur forcément, mais accompagné par l'anxiété, d'accumuler de manière un peu boulimique cette connaissance. On a tellement accumulé de manière boulimique une connaissance qu'on a fait zéro expérience. Donc en fait, on n'a jamais dépassé ce stade psychologique. C'est ça. Ouais. Puis, à force de le faire, ça crée des programmes, des automatismes à le faire. Puis vous n'avez pas conscience. Mais vous êtes sujet aux automatismes de toute façon. Même de façon psychologique. Surtout. Puis vous n'en avez pas conscience. C'est ça l'affaire. Alors, c'est l'inconscience qui crée le problème. C'est l'inconscience de comment ça fonctionne à travers des automatismes, des programmes, etc., qui fait que les programmes, les automatismes sont en puissance. C'est évident. Il n'y a rien pour les arrêter. Au contraire, l'ego renchérit à travers des bonnes raisons puis des justifications à passer à l'action qui est suggérée ou qui est imposée par la programmation puis l'automatisme. Il faut toujours qu'il y ait une bonne raison pour une action ou une réaction émotive, par exemple. Ah oui, parce qu'en plus, si jamais il y a une personne qui est sujet au programme, donc qui n'a pas conscience qu'elle est régie par des programmes et qu'elle s'attribue ce programme, en disant si c'est moi, dans ce cas-là, ça va encore plus oui, c'est évident. Parce qu'elle ne voit pas le programme. Là. Elle s'identifie à ça. C'est ma volonté. En fait, c'est la volonté des programmes. Voyez-vous? C'est ça le problème évolutif. Il y a un problème d'identité. La personne inconsciente s'identifie au programme, s'identifie s'identifie, si vous voulez, à une identité psychologique ou une identité que les autres lui donnent. Autrement dit, en fonction des autres. Elle agit en fonction des autres, selon le jugement des autres, etc. Alors, à ce moment-là, c'est son identité, ça. Voyez-vous? Après ça, elle se demande pourquoi elle est insécure, pourquoi elle n'est pas solide. Elle n'a pas développé sa personne, elle n'a pas développé son identité réelle. Elle est toujours décentrée par cette identité-là, qui est nourrie continuellement par le jugement des autres, sa croyance dans le jugement des autres, etc. Son assujettissement au jugement des autres. C'est ça le lien avec le collectif. L'esclavage avec le collectif, finalement. C'est pour ça que les gens n'ont pas d'identité.
Ils sont dans l'identité de leur personnalité. La personnalité, c'est ça. Et une personnalité en plus qui aurait été créée par les autres. Donc là, on rentre dans un cercle vicieux de. En réaction avec les autres. C'est la réaction de la personne ou de l'ego qui crée la mémoire. Voyons. Alors, si vous êtes assujetti ou si vous êtes sensible au jugement des autres, c'est par peur du rejet des autres. À ce moment-là, ça crée des habitudes puis une personnalité en fonction de ça. Voyons. Vous êtes tout le temps dans l'insécurité, puis vous allez d'autant plus être insécure que vous n'êtes pas dans votre identité. C'est pas solide. Puis vous allez le sentir, mais vous n'allez pas savoir pourquoi. La raison, c'est que vous êtes décentré. C'est ça, être décentré. Ça fait rire, moi, quand je vois des gens dire « Ah là, faut que je me sente, je suis centré, bah. Ouais, c'est pas parce qu'on le dit qu'on l'est. Vous pouvez penser être centré et être totalement décentré. Centré sur sa programmation, sa personnalité. Là, on voit bien effectivement ce côté totalement décentré quand on va dire qu'on n'est pas maître de notre identité, qu'on est juste la résultante de ce qu'on veut être pour les autres. On voit vraiment qu'il y a un décalage total. C'est ça. Ouais. Et c'est incontrôlable. Et en plus, c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, on sera toujours anxieux. Parce que ce que vous pensez les autres, ça peut varier, c'est incontrôlable. Et donc, on rentre dans quelque chose d'assez abominable sur le plan psychologique. Quoi. Oui, parce que ça passe tout le temps par les autres. Tout le temps. Votre jugement ou le jugement des autres a priorité sur votre propre jugement à vous. Votre propre discernement. Par la peur. Vous avez tout le temps peur du jugement des autres. Des concepts, des interdits qu'on vous a inculqués quand vous étiez jeune, etc. Vous avez tout le temps la peur. Peur du rejet, peur de l'abandon. C'est ça qui tient tout ça ensemble. Ça a toujours rapport avec les autres. Donc, la personne n'est pas en mesure de vivre sa solitude, de vivre seule. Seule dans le sens pas influencé par le jugement des autres. Solitude, c'est pas une solitude physique. Là. C'est une solitude mentale, intrinsèque à la personne. Là. Dans le sens d'être centré, de ne pas être décentré par les autres, le jugement des autres, etc. Ça, les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment fondamental justement dans cette intégration de bien se rendre compte que derrière tous ces programmes, toutes nos réactions, il y a ces deux dénominateurs communs qui sont justement la peur du rejet et la peur de l'abandon, qui adressent en fait la notion de survie. Enfin, qui déclenche en fait, j'ai besoin de plaire aux autres, parce que effectivement, plaire aux autres est synonyme de survie de manière consciente ou inconsciente. C'est ça. Mais les gens n'en ont pas conscience de ça. À la base, c'est la survie, justement. L'enfant, il a besoin de se sentir en sécurité, sentir qu'il va survivre, dans le sens qu'il a peur de ne pas survivre. Il a besoin de son environnement, ses parents, pour le rassurer, pour le sécuriser, mais les parents ne savent pas comment nécessairement, ils ne savent pas l'état de l'enfant, l'état mental de l'enfant, parce qu'il n'en a pas conscience. Alors, à ce moment-là, l'enfant subit ça, subit cette insécurité-là, de base. Ça devient peur du rejet, peur de l'abandon, etc. On ne parle pas d'abandon ou de rejet, là. On parle de peur d'abandon et de rejet, pas pareil. Alors, c'est ça qui le lie aux autres. Que le jugement de ses parents, le jugement des autres, etc., ça devient plus important que son propre jugement à soi, à lui. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que derrière le rejet, derrière l'abandon, c'est les autres. En fait, c'est deux peurs. C'est la peur du rejet des autres. Ça n'existe qu'à partir du moment où on prend en compte les autres. Ouais, par le besoin d'être sécurisé par les autres. C'est très infantile, là. Les adultes sont des enfants, finalement, à ce niveau-là. Tant qu'ils sont prisonniers de ça, c'est comme des enfants. Ils ont peur. Ils connectent avec les autres à travers la peur. Ils se maintiennent connectés avec les autres à travers la peur. Ce qu'ils appellent l'amour, c'est de la peur. La peur du rejet, la peur de perdre, etc.
pas de l'amour, ça. C'est de la peur. Mais ils ne réalisent pas ça. Quand ils ressentent la peur de perdre l'autre, ah, je suis en amour. Je tiens à l'autre parce que j'ai peur de la perdre. L'amour, ça? Non. Mais ils ne réalisent pas ça. Alors, ils vivent avec des individus exécrables et ils ont peur des perdre. Par habitude. Ils sont habitués, 10 ans, 20 ans. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça. Ils sont habitués. Puis à sortir de là, c'est insécurisant. Se libérer de ça, c'est insécurisant. Ben bon. C'est ce fameux vide, justement. C'est-à-dire, voilà, je me libère de ça, je me libère. Parce qu'en fait, les gens, ils vont trouver, assez paradoxalement, un certain confort dans ces peurs, dans ces programmes. Ouais. Ça va devenir leur habitude, ça va leur mettre un train quotidien. C'est ça. Leur relation s'est tenue, tricotée par la peur, tout le temps. Au lieu que leur relation, ça soit tricoté par, justement, eux-mêmes, dans le sens d'investir dans leur relation. Dans le sens qu'ils sont en relation avec quelqu'un qu'ils peuvent apprécier. Ils ne peuvent pas apprécier la personne. Pourquoi être en relation avec la personne? À part la peur, justement, de perdre l'habitude. Voyez-vous comment les gens sont prisonniers de leurs habitudes? C'est incroyable. Ouais. Et en plus, dans ce cas de figure-là, en fait, on se dit, c'est ce qui va réunir ces deux individus. Enfin, c'est pas deux individus qui ont eu leur idée qui sont en couple, ce sont juste deux peurs qui se mettent ensemble et qui s'alimentent. C'est ça. En plus, il y a le besoin relationnel, là, mais c'est chevauché par la peur. C'est tout utilisé par la peur. Le besoin relationnel, normal, c'est des programmes fondamentaux, là, mais après ça, c'est la peur de perdre l'autre. Surtout quand il y a eu disette au niveau de la relationnelle. Le gars qui n'a jamais eu ou presque de relation, ou la fille qui à ce moment-là, quand il y en a un qui s'intéresse à elle, puis vice-versa, ben là c'est le coup de foudre. Là, alors là ça va bien. Là, mais ils vivent très rapidement la peur. Voyez-vous? Ce coup de foudre, c'est un programme aussi. C'est un programme. Ah ben oui, c'est directement lié aux besoins relationnels, premièrement, et comment je dirais ça, non? De disette au niveau relationnel. Voilà. C'est comme un enthousiasme, là. T'sais? Puis ça fit avec l'autre à cause de ça, puis a priori, la personne a des qualités particulières. Mais par la suite, les qualités se dégradent. Parce que le naturel, il vient de l'eau. Le gars qui arrive avec des fleurs, puis il parle tout doucement, etc. Mais 6 mois après, là, il n'y a plus de fleurs. Oui, voilà. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Il y a un autre programme qui s'installe. Surtout les hommes agissent comme ça. Hein. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tape ses fesses, un petit bec dans le cou. Puis la fille est là, elle a besoin de ça. Là, mais les gars, ils ne savent pas ça. Moi, j'ai pas besoin de ça, donc... Donc, ils ne nourrissent pas leur relation. Et la fille, et vice-versa. La femme doit savoir qu'est-ce que c'est un homme, puis l'homme savoir qu'est-ce que c'est une femme, les besoins de la femme, etc. Même une femme qui est équilibrée, là, qui est ajustée ou relativement ajustée, elle va avoir besoin de ça. Elle a besoin de sentir une complicité, de la communication. Les femmes sont très fortes là-dessus. Très fortes là-dessus. Les hommes, moins. Ça fait partie aussi d'intégration, justement, cette notion de savoir comment fonctionne voilà, un homme, comment fonctionne une femme. Ça fait partie de tout ça. Il faut l'observer au niveau de la mécanique vibratoire, comment ça fonctionne. Quand l'énergie passe dans le corps d'un homme, ça fonctionne autrement que dans le corps d'une femme. Voyez-vous? Quand l'énergie passe dans le corps d'une femme, la femme, elle a la capacité, une grande capacité d'absorption plus que l'homme. Normal, son corps est fait comme ça. L'homme a une capacité d'émission plus grande que la femme, ou plus évidente que la femme, à cause de son corps, mais lui, il faut qu'elle apprenne à émettre, absorber premièrement, prendre conscience de ça, parce que même si c'est une femme,
n'a pas conscience de ce principe-là nécessairement. Plus une femme prend conscience de ce principe-là, plus elle est en mesure d'absorber l'homme ou d'absorber les choses. Et vice-versa, l'homme, la même chose. Dans le sens qu'il doit apprendre à émettre. Pas n'importe comment. Là. Et par la suite, absorber. Connaissent les principes pour le vivre, pour l'intégrer justement. Sans ça, s'il n'est pas conscient des principes, comment ça fonctionne, c'est pas seulement qu'émettre, là, c'est capable d'absorber aussi. Mais là, l'absorption pour l'homme, ça prend une conscience mentale de la réalité. Je parle en général. Là. Actuellement, ouais. Il y a des hommes qui font que ça, absorber. Eux autres, ils en prennent le côté plus émetteur. C'est ça, il faut qu'il s'ajuste, encore une fois, pour être parfaitement équilibré. Et justement, entre un homme et une femme, est-ce qu'il va y avoir, de base, on va dire structurellement, plus de capacité pour un des sexes à justement être en phase d'intégration? On va dire hommes ou femmes, ils ont les mêmes prédispositions. Oui, mais les femmes ont plus de sensibilité à ces choses-là que les hommes. Les hommes, ils ont cette sensibilité-là, mais ils ont des barrières. Dans le sens qu'un homme, tu sais, pour évoluer, il faut être en contact avec des gens qui sont évolués. Alors l'homme a bien de la misère avec ça. Moi, j'ai remarqué ça dans ma pratique là, des consultations. Les hommes ont beaucoup de difficultés à absorber, dans le sens de faire appel à. T'sais? Regardez le nombre d'hommes qui se suicident par rapport aux femmes. À cause de ça, justement. Ils ne font pas appel. Ils essaient de se débrouiller tout seuls. Fait qu'il y a un facteur là, très particulier. Il y a plus de femmes qui veulent se libérer de choses comme ça ou de leurs conditions évolutives que d'hommes. Je dirais même que les femmes sont plus mentales que les hommes. Les hommes intellectuellement, je suis d'accord, mais les femmes sont très mentales, dans le fond. C'est pour ça qu'ils sont plus émotives. Ils ont plus de bonnes raisons de vivre les émotions. Oui, parce qu'ils ont une capacité d'absorption qui est, comme on l'a dit, c'est ça, plus élevée. Ouais. Fait que ça prend une capacité mentale là, de déduction des raisons, des justifications. C'est facile pour une femme de trouver des justifications à quelque chose, sont méticuleuses, là, sont particulières. La femme développe très rapidement son mental. Il devient beaucoup plus mature que le petit gars, par exemple. À 14 ans, ou 13 ans, une fille, c'est beaucoup plus mature qu'un gars de 14 ans. T'sais? Elle a la maturité d'un gars de 18 ans. T'sais? Elle en dit long, là. Oui, j'imagine. De par ses capacités, encore une fois. Ouais. Fait que l'homme, il n'a pas la même sensibilité. T'sais? Il peut développer ses capacités intellectuelles, etc., je suis d'accord, mais sans nécessairement la sensibilité. Et cette capacité d'absorption et d'émission, justement, le contraste entre homme ou femme, il est explicable par quoi? C'est génétique? C'est quelque chose de c'est physique, c'est comme ça que l'énergie fonctionne. Quand l'énergie passe dans votre corps, ça prend une vibration particulière. Le cerveau est différent aussi. Fait que c'est ça qui fait que vous êtes un homme. Dans le sens où vous vous manifestez comme un mâle. Tu sais, c'est des programmes fondamentaux, là, très basiques. Là. C'est plus des programmes, c'est évident. Pardon? Et une femme, c'est la même chose. Pardon? Qui sont ancrés, pardon. Qui sont ouais, ancrés chez l'homme, chez la femme, et l'énergie va arriver chez les deux. Mais comment cette énergie va être, entre guillemets, interprétée par une prédisposition biologique, c'est là où on va voir les différentiels utilisation en termes d'énergie, avec réception, émission, etc. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, si on parle de la civilisation, comment ça a commencé, la civilisation, que l'homme a passé du côté de son animalité à son humanité,
c'est la femme qui a permis ça, dans le fond. Voyez-vous? Qui a pris soin d'un homme blessé, par exemple. Hein? L'empathie, etc. Hein? Même l'animal, il peut avoir de l'empathie comme ça. Protéger un autre animal. Voyez-vous? Mais la femme va soigner l'homme parce qu'elle en a besoin aussi pour se protéger, etc. Pour au niveau primitif. Là. Mais si elle soigne, si elle ne soigne pas, il meurt. Si elle soigne, il survit. Fait que c'est ça le début de la civilisation. Être civil, c'est ça. Voyez-vous? C'est être préoccupé par l'ensemble des autres, de l'humanité. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, les gens perdent cette civilité-là. C'est une capacité donc générale de réception, d'absorption qui diminue. Ouais. Sans ça, on retourne dans l'état barbare, là, tu sais. Animal. Ah, c'est vrai que si jamais on n'est pas en mesure, entre guillemets, d'absorber l'autre, c'est-à-dire d'absorber un environnement, on ne peut pas faire société, en fait. Non, exactement. Voyez-vous, maintenant, là, toutes les théories de toutes les conspirations, etc., là, c'est anti-civil. Beaucoup de choses qui sont anti-civilisation. Ouais, tu sais, beaucoup d'anarchistes là-dedans là, qui poussent ça, là, derrière la philosophie anarchiste, etc. Mais ça tue la civilisation, ça tue la civilité des gens. Ça l'empêche, ou ça donne des bonnes raisons aux gens de ne pas être civils. C'est vrai que cette capacité justement de réception, d'absorption qui diminue, c'est un peu comme une espèce de rejet psychologique du système. C'est-à-dire non, ça ne m'intéresse pas de prendre en compte comment ça marche, je suis comme ça. C'est ça, ouais. Je veux émettre et j'émets même contre le système, contre lui. C'est ça, ouais. Mais derrière ça, il y a un besoin de se libérer du système évolutif, voyez-vous, qui est interprété comme ça. Il y a un malaise, c'est ça. Il y a un malaise de l'individu. C'est ça, c'est normal. Il y a l'ennemi qui est là. C'est ça, c'est normal, mais c'est interprété et puis ça donne ce que ça donne. Voyez-vous? Si cet individu-là ou ces individus-là est en contact avec la réalité systémique, là, il y a une porte de sortie différente. Voyez-vous? Et c'est là où justement, encore une fois, c'est un bon cas d'usage pour l'intégration. C'est-à-dire que dès que l'individu va ressentir un malaise ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui est déclenché, être dans cette approche d'intégration, c'est aussi comprendre qu'est-ce qui a été déclenché, comment et pourquoi, pour ne pas aller vers une justification psychologique et s'avancer des choses qui sont hors réalité. C'est ça de la conscience. La conscience, c'est en temps réel. La conscience, c'est de réaliser comment ça fonctionne. On fonctionne à travers des automatismes, on fonctionne à travers des programmes. On ne pourrait pas fonctionner sans ça. Voyez-vous? L'éveil, c'est savoir ça, premièrement, de façon absolue, de plus en plus, et d'être en mesure d'utiliser le système. Voyez-vous? Autrement dit, mettre dans sa programmation. Malgré la programmation, malgré les automatismes. C'est se servir de ça. Voyez-vous? C'est ça la liberté. Elle est la liberté. On a l'impression que c'est l'objectif justement à travers cette espèce d'intégration, c'est intégrer justement le fait qu'on est en intégration permanente quoi qu'il arrive, et que cette approche on va dire, multidimensionnelle, c'est de comprendre que voilà, quoi qu'il arrive, on est régi par des programmes. Après, à voir si jamais on est sujet complètement inconscient psychologique de ces programmes, ou si jamais on peut être dans une sorte de gestion de ceci pour être créatif. C'est ça, pour ne plus souffrir de la vie. Sans ça, vous blâmez la vie, comme on parlait au début. Alors la personne blâme la vie, dans le fond, c'est l'ignorance de l'individu, qui ne sait pas comment la vie fonctionne, il ne peut pas s'adapter. S'il ne sait pas comment ça fonctionne, il ne peut pas s'adapter. Il peut s'imaginer bien des affaires, mais il ne peut pas s'adapter.
Quand les gens croient à des entités, croient à tout ça l'affaire, tout ça quoi, des êtres supérieurs à eux, etc., des intelligences, whatever, ou des individus sur d'autres plans, whatever, ils sont pas sortis du bois, là. Ils ne peuvent pas se centrer. Voyez-vous à quel point ils sont décentrés? On ne parle plus du jugement des autres, là, on parle de... Tu sais, t'assujettis à des entités sur d'autres plans, puis la patente. Tu sais, des personnalités, finalement. Plus intelligentes, plus ci, plus ça. Fait qu'on est quoi, nous autres, là? Des ticus, là? Non. Tu sais? Il y a une sorte de fuite aussi, justement, dans ce décentrage. C'est, oh là là, c'est trop dur. Et c'est trop dur, non pas parce que je suis pas aligné, mais parce qu'effectivement, ce sont des entités qui vont venir me parasiter. Ouais, c'est ça. Et à côté, un peu, je me dédouane. C'est pas moi. C'est ça. Moi, je suis bien, mais si jamais ça marche pas, c'est parce qu'il y a des forces qui intriguent contre moi. C'est ça. On est loin de l'intégrer, là. Mais bon, ça, c'est des empêchements à intégrer cette réalité-là. La personne ne fait pas face à cette réalité-là. Elle est loin de faire face à cette réalité-là. Qu'elle deal avec ses affaires d'identité, il faut qu'elle se fâche contre. Puis en se fâchant contre, elle met plus de crédibilité là-dedans, etc., comme on a déjà parlé. Fait qu'elle n'est pas sortie du bois, là. Puis appliquer ça dans votre vie de tous les jours, là, sur vos toasts le matin, là, c'est pas évident. C'est vrai que oui, il y a un peu donc une sorte de fuite, il y a aussi une part de justification psychologique. Enfin, les personnes effectivement qui disent oui, c'est parce que le système est contre moi, ou qui vont interpréter psychologiquement, c'est un peu en vouloir en quelque sorte, hein, pour un exemple, hein, qui est un peu extrapolé, que je suis pas content psychologiquement que le feu brûle, mais je refuse parce que le feu est méchant, parce qu'il incarne quelque chose. Ouais, ils sont en rébellion avec l'autorité. La réalité systémique, en fait, c'est l'autorité. C'est comme une autorité. Ils ne veulent pas accepter ça. Voyez-vous? Ils se rebellent contre ça. Ils se rebellent contre la vie, finalement, parce que la vie a une autorité. Elle est comme elle est. Elle s'impose, disons. Alors, la personne, elle se bat contre, comme Don Quichotte, contre les moulins à vent, là. Beaucoup de gens qui sont pognés comme ça, toujours en rébellion, puis pas obligé d'être en rébellion constamment contre des moulins à vent, là. S'imaginer tout ça d'affaires, s'ajuster à la réalité, premièrement. Puis après ça, notre discernement, notre jugement, notre capacité d'observation de la vie va changer. On n'a plus la même perspective. On va avoir une base solide. Oui. Et c'est un peu là, effectivement, où quand on est justement en phase d'intégration, bon, Bernard l'évoquait, mais vous aussi vous l'avez évoqué, on arrive aussi dans une phase créative. Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est créé, on va jouer un peu avec les programmes pour créer des choses, oui, pour ces initiatives. Oui, on va être en mesure d'utiliser les automatismes, la mécanique systémique pour créer justement d'autres programmes qui nous facilitent la vie, puis qui nous sortent la survie, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si des individus qui commencent à être libres de tout ça, commencent à être en mesure d'appliquer tout ça, se connectent ensemble créativement, ben, ça va donner des choses extraordinaires. Beaucoup plus facilement et facile que des gens qui sont tout le temps en train de s'obstiner sur la forme. Voyez-vous? Tandis que là, ben, ça va être des individus qui vont être en mesure de collaborer. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de communiquer. Ils ont la base, ils ont la même base. Voyez-vous? Universelle. Les circuits universels, c'est ça. Ils ont la même base, alors à ce moment-là, ils savent ce qui se passe. Ils peuvent expliquer à l'autre, s'il bloque, qu'est-ce qui se passe. Puis l'autre, ben, il est suffisamment conscient, suffisamment au parfum de tout ça pour, OK, pour le reconnaître. Que le problème, il se règle facilement, le problème de personnalité et de communication, etc. Donc,
créatif, parce que c'est ça qui empêche la créativité, ça se règle très facilement. Voyez-vous? Alors, C'est fluide. Donc, on voit c'est vraiment, il y a fluide. vraiment une Ouais, approche que. c'est ça. Et, Pour ça que c'est créatif. Que ce qui va sortir de là, ça va être intéressant. Voyez-vous? Ça va être magique, même. Les gens n'ont et pas c'est là l'idée. où. Vas-y. Oui, vas-y. Non, j'ai dit que c'est là où on voit quand même la différence fondamentale entre justement des gens qui sont ensemble, mais leur dénominateur commun, pardon, c'est la peur. Donc en fait, ils sont complètement décentrés, donc ils n'existent pas en tant que tels. En fait, ce sont des programmes qui s'associent, et des personnes qui sont en phase d'intégration ou en intégration permanente, où là, ça va être la créativité, ça va être le C'est côté un ça. peu. Puis il va y avoir l'évolution là-dedans. Là. Ça finit pas là, là. Ça évolue. Les gens intègrent de plus en plus. Ils réalisent au fur et à mesure qu'ils peuvent implémenter tout ça dans leur vie de tous les jours. Ils réalisent à quel point c'est important et à quel point c'est puissant dans leur vie. Fait qu'ils souffrent de moins en moins psychologiquement, c'est évident. T'sais. Que s'ils souffrent, s'ils voient à travers leur insécurité, etc., qui crée leur souffrance, c'est évident, ben à ce moment-là, ils sont capables d'observer ça en temps réel. Plus ils sont en mesure d'observer ces mécanismes-là en temps réel, parce qu'ils commencent à avoir conscience de ça, ils l'ont réalisé par le contact avec un autre individu, par exemple, qui observe ça chez eux. À ce moment-là, ça permet le contact pour eux avec cette réalité vibratoire-là. C'est la seule façon, tout fonctionne comme ça. Comme je parlais à l'université, les gens vont à l'université pour ça. C'est la même chose, une forme d'aller à l'université, de la vie, pour intégrer éventuellement par soi-même, dans le sens de réaliser et d'observer. On ne peut pas observer vibratoirement sans avoir vécu un contact avec cette réalité-là. Ça ne marche pas de même. Pas parce qu'on a conscience des notions vibratoires, blablabla, plus ou moins, là, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne peuvent pas s'imaginer que le vibratoire, c'est mécanique. C'est bizarre. C'est comme l'intuition. C'est la même chose. Là. Ils ne peuvent pas s'imaginer que l'intuition, c'est purement mécanique. Bizarre, hein? La raison, oui, ouais. Mais l'intuition, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Mais ce qu'il y a derrière, c'est des automatismes. Quand vous êtes intuitif, c'est à travers, parce qu'il y a eu des automatismes qui vous ont fait voir ou vivre ça, cet état-là de créatif, finalement. C'est pas vous qui avez tricoté ça là, par la raison. Ça ne s'est arrivé pas. Mais si vous si vous essayez de comprendre ça, psychologiquement, vous le neutralisez. C'est comme regarder ses pieds quand on danse. Tout honnête. Et c'est là où on voit effectivement parce que les potentiels limites infinies de ce qu'on peut faire, parce que l'intuition, si jamais on a conscience, si jamais on intègre encore une fois le fait que c'est un programme, on peut travailler, on peut amplifier, on peut effectivement travailler sur ce programme d'intuition pour nous aider continuellement dans notre vie, si jamais on a besoin d'avoir cet aspect intuitif. C'est ça. On n'appelle plus ça de l'intuition à ce moment-là. On appelle ça de l'intuition lorsqu'on a une conscience ou une notion psychologique de ce que c'est. On appelle ça l'intuition, ça se fait tout seul. Là, on reçoit de l'information, on a des idées intuitives, etc. On perçoit des choses. C'est normal, c'est naturel. Il y en a plus que d'autres à cause de leur sensibilité, mais ils l'interprètent de façon psychologique. Mais derrière ça, c'est l'intuition, ce qui est vibratoire, c'est la même chose. Voilà. Mais lorsqu'on a conscience de la mécanique, c'est différent que de percevoir les choses intuitivement. Peut être à la merci de. Voyez-vous? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est comme de la magie. Les gens spirituels, ils comptent beaucoup sur l'intuition, je comprends. Mais ils ne peuvent pas expliquer ce qu'il y a derrière. Donc ils interprètent. Oui, effectivement, c'est ce qu'on disait au début, justement,
ils intuitent sur l'intuition. Tu te dis, ah bah cette intuition, c'est l'entité qui va me souffler ça à l'oreille. C'est ça. Ouais, ils interprètent psychologiquement. Intuiter sur l'intuition, c'est interpréter psychologiquement. Voilà. Il y a toujours le psychologique qui se mêle dans ça. Là. Le psychologique ou la conscience psychologique étant une conscience non multidimensionnelle, unidimensionnelle. Puis là, ça essaye de comprendre psychologiquement une autre dimension, l'intuition. Allô? Fait que ça marche pas de même. Il faut un amalgame des deux. C'est dans ce sens-là que la conscience psychologique involutive, c'est hermétique. Oui, et encore une fois, et en plus elle est hermétique, et elle est basée effectivement sur des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que même les termes intuition, de dire ce sont des entités ou des choses comme ça, on voit qu'il n'y a pas du tout une maîtrise comparativement à on se dit c'est mécanique, c'est concret. Enfin, dans l'approche multidimensionnelle, il y a quelque chose de très absolu. C'est pas peut-être, c'est pas je pense, mais ces entités, ça marche comme ça. C'est tangible, c'est très tangible, c'est très. Une fois qu'on le réalise puis qu'on l'intègre. Mais comme on a dit tout à l'heure, ça prend un contact pour connecter, commencer à connecter avec ça pour éventuellement intégrer. Il ne faut pas s'imaginer qu'intellectuellement, on peut y arriver. Là. Ça, c'est une grande illusion. Ça. Oui, parce que comme on le mentionnait justement avec les programmes, et là avec l'exemple des arts martiaux, l'intellect, il va venir interférer. Ouais. Il va venir bloquer des mécanismes qui sont purs, qui sont naturels, sans lui. C'est ça. Ces mêmes personnes-là vont ou quand ils ont été en contact avec Bernard, par exemple, à travers les cassettes, là, ils tombaient des nues, là. Ah bon, oui, tu sais. Ouais, mais c'est le contact vibratoire là, qui a fait ça. Voyez-vous? C'est juste que Bernard ne pouvait pas ajuster leur interprétation par la suite. Voyez-vous? Mais quand on est en contact avec une personne directe, comme moi, par exemple, avec Bernard, tu sais, un à un, tu peux pas dire n'importe quoi sans te faire ajuster, là. Voyez-vous? Il peut pas. Ça, je veux dire quelque chose, par exemple. Dans mon expérience avec Bernard, je disais quelque chose. Ah oui, mais papa. Il ajustait. Ah, OK. Il y a toujours cet ajustement-là. Fait qu'il y a un contact avec cette réalité vibratoire-là. Même des fois, si c'est flou, là, il y a un contact quand même. Direct. Puis c'est ce contact direct-là qui est important. Parce que sans ça, l'interprétation est trop large. Les gens se perdent là-dedans. Ils vont mélanger du supramental ou la qualité supramentale avec l'ésotérisme, puis du tarot, puis des ci, puis des ça, puis toutes sortes de notions ésotériques comme ça. C'est pas ça, le supramental. Parce qu'effectivement, on voit bien que moins il y a d'intégration, plus il y a d'interprétation. Ah, c'est évident. Ouais. Et cette intégration, on a besoin d'un contact. Donc c'est moins on est en contact de manière avec cette réalité-là, par l'intermédiaire d'une personne, plus l'individu, il va avoir un peu d'idées, il va sentir plus ou moins, il va encore une fois intuiter, et là c'est là où il va s'égarer. Ouais. Les gens mélangent tout ça, là. Ouais. Parce qu'ils ont des notions de toutes sortes de choses, puis là, il y a une nouvelle notion. C'est de l'interprétation intellectuelle. Là. Il n'y a pas d'expérience directe là-dedans. C'est leur interprétation de ça. Oui, il va y avoir le choc de réalisation au début, c'est différent. Ils vont capter, ils vont être en contact plutôt avec la vibration, mais ils vont interpréter ça. Le problème, c'est l'interprétation. Même en consultation directe, le problème, c'est l'interprétation. Les gens, tout de suite, ah oui, une minute. Ça, c'est une attitude psychologique. Voilà, que les gens s'ajustent tranquillement. À force de prendre les mains dans le sac, ils s'ajustent. Ils se prennent eux-mêmes les mains dans le sac. Ils se reprogramment en quelque sorte.
C'est ça. Donc, ils intègrent tout ça, là, tranquillement, pas vite. Chaque expérience de se prendre les mains dans le sac, ils s'intègrent. Parce que c'est eux qui se prennent les mains dans le sac. C'est une chose, moi, prendre la personne les mains dans le sac, mais c'est pour quand elle en arrive à se prendre les mains dans le sac, par elle-même. Je pense que c'est un très bon exemple d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a un contact, et au fur et à mesure, le but c'est que l'individu, il intègre cette prise des mains dans le sac pour que ça devienne un programme et que la personne. Et là, il aura vraiment intégré à partir du moment où c'est quelque chose d'automatique. Pour vivre ça, il faut qu'il l'observe. L'observation, c'est un début d'une intégration.